Merci d'être avec nous sur France Info. Soyez les bienvenus. À la une de l'actualité, le chômage partiel prolongé jusqu'au mois de décembre dans le secteur du tourisme. Annonce ce matin sur France Info du secrétaire d'État en charge du secteur. De quoi rassurer les professionnels lourdement pénalisés pour cette saison estivale. Conseil des ministres ce matin à l'Elysée, un conseil un peu particulier puisqu'il intervenait après la nomination des secrétaires d'État et avant les vacances du gouvernement. Consigne pour les ministres ne pas s'éloigner et rester à proximité de leur téléphone. Elle était un symbole de la lutte contre les violences conjugales. Jacqueline Sauvage est décédée à l'âge de 72 ans. Celle qui avait tué son mari violent avait par la suite été graciée par François Hollande. La crise de la Covid-19 a donc provoqué une onde de choc sans précédent, en particulier dans le tourisme. Mais le chômage partiel sera prolongé jusqu'au mois de décembre dans ce secteur. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur France Info Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé justement du tourisme. Une bonne avancée, mais pas suffisant pour certains professionnels, comme nous l'explique Pauline Forgue. L'annonce va soulager provisoirement le secteur du tourisme français. En prolongeant le chômage partiel jusqu'au mois de décembre, le gouvernement tient à rassurer. Nous allons le prolonger jusqu'au mois de décembre. On verra peut-être les modalités selon l'état du secteur. Mais ce qui est clair, c'est que les professionnels du tourisme, ils ont besoin d'un soutien dans la durée. Parce que pour certains, ça va être parfois peut-être quasi une année blanche. Le chômage partiel, une mesure instaurée pendant le confinement pour venir en aide au tourisme. 8% du PIB et près de 2 millions d'emplois potentiellement menacés par la crise sanitaire. Une mesure qui n'empêche pas les professionnels du secteur de manifester leur inquiétude. Il y a 2 ou 3 mois, on était plus optimistes que nous ne le sommes aujourd'hui. On imaginait une sortie plus rapide de la crise sanitaire et des intentions de départ en vacances qui commencent à se manifester dès l'été. La réalité, c'est qu'on n'est pas sorti de la crise sanitaire. Les Français sont extrêmement frileux et les informations que l'on a sur les pays touristiques sont des informations qui cultivent l'anxiété de nos compatriotes. 70% des Français qui partent en vacances cet été font le choix de la France, au détriment des destinations étrangères, jugées plus risquées. Et en Ile-de-France, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration tirent la sonnette d'alarme. Ils craignent 25% de fermeture d'établissements à la rentrée. On fait le point sur cette situation spécifique avec vous, Lise Vogel. Oui, les chiffres sont très mauvais, la faute à la crise sanitaire et à l'absence de touristes. Vous allez le voir, en 2019, il y a eu 50 millions de visiteurs dans la capitale et sa région, avec 22 milliards d'euros de retombées économiques. Mais depuis le début de la crise sanitaire, le comité régional du tourisme Paris Région estime qu'il y a déjà eu 16 millions de visiteurs en moins, avec des pertes estimées à environ 7 milliards d'euros. D'ailleurs, on le voit bien à travers ces chiffres, la fréquentation, c'est moins 65% depuis janvier 2020. En termes de chiffre d'affaires, eh bien, les pertes sont estimées à plus de 60% entre janvier et juillet 2020. Au mois de juin, eh bien, seuls 78% des établissements étaient ouverts et parmi eux, près des 3/4 estiment que leur activité est mauvaise. Alors ce matin, sur France Bleu, le président de l'UMI, le principal syndicat d'hôtellerie et de restauration, a en effet estimé qu'à la rentrée, il est possible qu'il y ait 25% de fermeture de dépôt de bilan et de faillite. Élise, cette absence de clientèle étrangère se vérifie tout particulièrement pour les palaces parisiens. Oui, la situation des palaces est très particulière puisque actuellement à Paris, sur la quinzaine d'établissements de cette catégorie que compte la capitale, il y en a un seul qui est ouvert. Forcément, ces hôtels, ils misent d'ordinaire sur la clientèle américaine, asiatique, russe ou encore moyen-orientale. Et bien sûr, ces touristes ne sont pas là pour l'instant. Merci Lise. Et c'est vrai que cet été est pour l'instant plutôt morose, y compris sur les plus grands lieux touristiques. Illustration au Mont-Saint-Michel, où les commerçants comptent sur le mois d'août pour tenter de se rattraper. L'absence des touristes étrangers en juillet s'est fait nettement sentir. Laïla Agoram et Pauline Comte. Les bonnes affaires, ce n'est pas pour les commerçants du Mont-Saint-Michel cette année. Le mois de juillet aura été exceptionnellement mauvais. Déjà, on est à 40% de chiffre d'affaires en moins. C'est normal, on n'a plus d'étrangers. On a des Hollandais, des Allemands, pas beaucoup d'Espagnols. On a des Italiens, mais sinon les Japonais, tout ça, il n'y en a plus. Dans les rues du Mont, des Français en majorité. Ils viennent à la journée avec leur pique-nique et ne dépensent pas beaucoup.
Votre budget pour les petits souvenirs, c'est quoi? Allez, on va dire 20 euros. 20 euros par personne? Oui, c'est largement. Oui. Une clientèle que le groupe La Mère Poulard entend bien soigner davantage à l'avenir. Le Français vient 2 fois dans sa vie, en moyenne, au Mont-Saint-Michel, qui est une pure merveille. Œuvrons pour qu'il y vienne 4 fois. On aura gagné. Cette crise nous apprend que le voisin peut être un super bon visiteur. De super visiteurs que les commerçants du Mont-Saint-Michel espèrent voir venir ou revenir au mois d'août, avec la crainte toujours d'une fermeture en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Et conséquences concrètes de l'épidémie de coronavirus sur nos vacances, en Bretagne et en Pays de la Loire, les accès à certaines plages sont réglementés. Dès ce samedi 1er août au Sables-d'Olonne, par exemple, les plages seront fermées 3 heures par jour, des mesures restrictives pour limiter les rassemblements et par là même la propagation du virus. Alexis Jacquet. La grande plage des Sables-d'Olonne bientôt interdite. À partir de samedi, son accès ainsi qu'à toutes les plages de la ville sera restreint pour éviter une augmentation des cas de coronavirus. Une mesure proportionnée, circonstanciée et raisonnable selon la mairie. La météo clémente, l'affluence balnéaire soutenue et les coefficients de marée relativement élevés ne garantissent pas les distances de précaution sanitaire suffisantes dans les jours qui viennent. Ainsi, du 1er au 7 août, les plages urbaines de la ville feront l'objet d'une fermeture. 3 heures par jour pendant les après-midi pour éviter tout regroupement. Sur les réseaux sociaux, la décision ne fait pas que des heureux. Le délire ne cesse de s'aggraver. Des maires ferment des plages. Allez, torpiller le tourisme au nom d'une peur infondée. Super, on va à la plage en plein midi ou le soir quand il n'y a plus de soleil. Donc ça veut dire encore plus de gens entassés quand elles sont ouvertes. C'est d'une bêtise édifiante. Même chose à Quiberon en Bretagne, où la ville a mis en place un couvre-feu sur les plages. Interdit de s'y rendre de 21h à 7h du matin. Une mesure prise après la découverte de plusieurs cas de coronavirus chez des vacanciers. Les autorités encouragent également la population à se faire dépister massivement et sans délai. Et Olivier Véran était lui en visite dans un centre de tri de La Poste dans les Yvelines cet après-midi. Le ministre de la Santé a tenu à superviser le dispositif d'envoi de 8 millions de masques gratuits aux personnes les plus précaires. Il en a profité pour inviter les Français à porter le masque dans l'espace public. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît désormais, depuis quelques jours, un risque sérieux de transmission aérosol du virus, ce qui veut dire que le port du masque, notamment lorsqu'il y a une concentration de personnes, si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande. Je le recommande. Lorsque vous êtes tout seul sur une place publique ou dans un parc et qu'il n'y a personne autour de vous, ça fait forcément moins sens puisque personne ne peut vous le transmettre. Olivier Véran qui ne prendra certainement pas beaucoup de vacances. Ambiance particulière ce matin à l'Élysée. C'est un gouvernement au grand complet qui s'est réuni pour le dernier conseil des ministres avant les vacances. Dans ce contexte de pandémie, les ministres sont priés de rester en France et de rester joignables à tout moment. Rechargez vos batteries, mais faites sobre. C'est la consigne d'Emmanuel Macron. Alors quelle destination? Hugo Capelli, Antoine Borga et Alain Locascio se sont penchés sur la question. Carte à l'appui, regardez. Pendant 3 semaines, l'Élysée ne recevra plus les ministres le temps des vacances, après une année où les crises se sont succédées. Jean Castex n'a pas prévu de passer plus de 10 jours dans sa ville de Prades. Le Premier ministre enchaînera les allers-retours à Matignon. Bruno Le Maire a prévu de randonner dans les Alpes avant de se rendre au Pays Basque pour peaufiner le plan de relance. C'est là-bas que s'installera également Roselyne Bachelot. Olivier Véran en Corrèze suivra de près l'évolution de l'épidémie et les pics de chaleur. Éric Dupond-Moretti s'arrêtera lui à Nice. D'autres ont choisi les décors somptueux de la Bretagne. C'est le cas du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de celui de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Certains traverseront la Méditerranée direction l'île de Beauté. Mer turquoise, sable blanc, voilà ce qui attend Franck Riester, Marlène Schiappa et Gabriel Attal. Annick Girardin quittera quant à elle la métropole pour se rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un constat, les ministres privilégient la France, un choix logique selon ce communicant. Aujourd'hui, on veut que les ministres soient un exemple pour la population et surtout qu'ils soient au même niveau que la population. Les Français ne partent pas tous en vacances, encore moins cette année. Donc on a envie que les ministres soient au même niveau que les Français. Quant au président de la République, il doit poser ses valises au fort de Brégançon avant le Conseil des ministres de rentrée, prévu le 24 août prochain.
Et Gérald Darmanin, lui, n'est pas encore en vacances. Le ministre de l'Intérieur est actuellement en visite dans la Meuse, à Douaumont, sur les lieux de la bataille de Verdun, au mémorial des combattants musulmans. Quand j'entends le mot violence policière, je m'étouffe. Les propos sont signés justement Gérald Darmanin hier devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Des mots du ministre de l'Intérieur qui suscitent la polémique. Le verbe étouffer a fait bondir sur les réseaux sociaux. La famille de Cédric Chouviat, mort après une interpellation policière, demande des excuses. Anaïs Anquet. Depuis quelques heures, la polémique enfle. Hier, Gérald Darmanin s'est exprimé sur les violences policières. Entendu par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le ministre est revenu sur ce terme qu'il refuse d'utiliser. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée. Des propos vivement dénoncés par la sœur de Cédric Chouviat, ce livreur mort lors d'un contrôle policier. Via son avocat, elle s'est dit choquée par l'expression « j'étouffe » utilisée par Gérald Darmanin. Car juste avant de mourir, Cédric Chouviat avait justement prononcé cette phrase à plusieurs reprises. Je m'étouffe a été particulièrement et délibérément choisi par Monsieur Darmanin, mais je pense qu'il faut pas oublier que Monsieur Darmanin essaye de détourner l'attention médiatique parce qu'il est, on le sait lui-même, impliqué dans une procédure criminelle assez sordide et que on a là effectivement une passe communicationnelle et politique. Je pense que la famille en a conscience également. Lors de cet entretien, après avoir réfuté le terme de violence policière, le ministre a précisé que lors d'un dérapage, les sanctions devaient être immédiates. Jacqueline Sauvage est décédée, connue pour avoir tué son mari violent, puis avoir été graciée par François Hollande. Celle qui est devenue un symbole de la lutte contre les violences conjugales est morte à l'âge de 72 ans. Le décès qui remonte au 23 juillet n'a été révélé qu'aujourd'hui. Ses obsèques ont eu lieu hier dans la plus stricte intimité. Retour sur cette affaire marquante avec Pauline Forgue. Son histoire a ému la France entière. Jacqueline Sauvage, symbole des violences conjugales. Le 10 septembre 2012, elle tue de 3 coups de fusil de chasse son mari pour en finir, disait-elle à l'époque, avec 47 ans de violences quasi quotidiennes. Graciée par François Hollande 4 ans plus tard, elle raconte sur le plateau de France 2 le moment où elle a appris sa libération. La gradée, elle m'a dit vous avez pas entendu, Madame Sauvage, ce qu'on vient d'annoncer? Je dis non, du tout. Et je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit voilà, vous êtes libre. Je dis libre? Je dis tout de suite. Elle me dit oui. Elle me dit c'est tout de suite. Alors là, je ne savais plus. Là, c'est là que j'ai levé les bras au ciel et j'ai dit merci. L'aboutissement d'un long feuilleton judiciaire. Condamnée en appel à 10 ans de prison, Jacqueline Sauvage peut compter sur le soutien sans faille de ses filles. J'ai retenu une date, j'ai retenu le 28 janvier 2017. J'espère que ce jour-là, on nous donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute la paix. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout au long de sa détention, son comité de soutien s'organise. Près de 400 000 personnes demandent sur Internet sa libération. Elle a tué, ça ne peut pas être un acquittement. Mais au regard de ce qu'elle a souffert, je pense qu'une grâce, c'est une liberté conditionnelle, je ne sais pas, quelque chose. Le 29 janvier 2016, après une forte mobilisation, François Hollande accepte de recevoir les 3 filles de Jacqueline Sauvage à l'Élysée. L'échange qu'on a pu avoir avec lui, il était vraiment sincère. Et on a vraiment le sentiment d'avoir été comprise. Il attendra le 28 décembre de la même année pour annoncer la grâce totale de Jacqueline Sauvage, lui rendant ainsi sa liberté. Mais également dans l'actualité, votre consommation, pêche, nectarines, poires ou encore cerises, les fruits de l'été voient leur prix au kilo fortement augmenter. C'est en tout cas le constat de l'association Famille Rurale. Le détail du ticket en caisse avec Sandrine Fedel, Marius Gatou et Antoine Géga. Sur ce marché en région parisienne, les consommateurs l'ont constaté. Les prix de certains fruits et légumes ont explosé. Ils sont vraiment augmentés à fou. Je vais vous dire, là, je viens de prendre 60 €, là, je vois pas ce que j'ai. Et ça y est, c'est presque fini mes sous. Même les commerçants le reconnaissent.
Tout ce qui est produit de saison, ça a drôlement augmenté, on le sent bien. Entre tout ce qui s'est passé avec le confinement et après confinement, donc tous les produits de saison, ils ont été touchés. C'est du jamais vu pour l'association Famille Rurale qui a comparé un panier entre juin 2019 et juin 2020. Les légumes ont augmenté de 4%, les fruits de 17%. Plusieurs facteurs expliquent ces augmentations. Les conditions sanitaires des récoltes, les masques, les distances à respecter, autant de précautions qui ont eu un coût pour les producteurs. Autre explication, les conditions météo. Surtout en Espagne, qui a connu pas mal de tempêtes. Et comme on a un certain nombre de produits qui viennent d'Espagne, par la force des choses, l'offre ne rencontrant plus la demande. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup moins de fruits et légumes, donc ils étaient beaucoup plus chers. L'association de consommateurs s'inquiète de l'impact de cette hausse sur le portefeuille des consommateurs. Une augmentation qui touche autant les produits étrangers que français. Un mot de météo pour vous dire que 6 départements sont placés en vigilance orange à la canicule. L'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie sont pour l'instant concernés. Demain, le mercure oscillera dans l'après-midi entre 34 et 38 degrés en général et localement 39 degrés, nous indique Météo France. C'est la fin de cette édition. Bon début de soirée à tous sur France Info.